Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Jyoti Brar. Jyoti est la présidente du Parti communiste de Grande-Bretagne, marxiste-léniniste. Jyoti, bienvenue dans India and Global Left. Jyoti, welcome to India and Global Left. Merci beaucoup, Nouvelle. Maybe I'd start with Peut-être que je commencerai par l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, étant donné qu'elle a divisé de nombreuses personnes à gauche. Et j'ai remarqué que vous avez été impliqué dans ce débat, dans cette forme de réorganisation, dans cette controverse. Pourriez-vous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que certaines parties de la gauche ne comprennent pas lorsqu'elles ne considèrent pas cela comme une opération militaire spéciale, mais plutôt comme une invasion russe de l'Ukraine? Merci, Jyotishman. Excellente question. En réalité, le déclenchement de l'OMS nous a révélé une profonde division au sein de ce qui se présentait comme le mouvement communiste international, ainsi qu'un véritable manque de fondement théorique dans de nombreuses organisations qui se disent marxistes-léninistes. Essentiellement, elles se sont laissées emporter par la propagande bourgeoise, alors que tout léniniste devrait savoir la déceler et y résister. Notre vie est ponctuée, n'est-ce pas, de déferlements hystériques de propagande bourgeoise. Quand tout le monde vous crie le même message, c'est que la classe dirigeante veut que vous pensiez quelque chose, et elle veut aussi que vous réagissiez émotionnellement à tout un tas d'affirmations qu'elle avance. Il veut que vous n'utilisiez pas, vous savez, la raison, la partie de votre cerveau qui pense de façon sensée. Il veut que vous soyez emporté par l'émotion et il crée ce genre de mur d'hystérie censé empêcher les gens d'avoir des conversations sensées. Mais évidemment, le travail des communistes, parce que nous étudions le marxisme, c'est d'appliquer notre compréhension à la situation et d'élaborer une analyse de ce qui se passe réellement. Et la première question à se poser à propos de toute guerre est: quel est le contexte? Quel est l'arrière-plan? Quelles étaient les politiques poursuivies par les deux camps avant que cette guerre n'éclate? Et dès que vous examinez le contexte de l'OMS, vous êtes obligé d'admettre tout un tas de choses que la propagande occidentale a complètement effacées. En fait, toute la gestion narrative de l'Occident commence à partir du jour où les Russes ont lancé l'opération militaire spéciale, et tout ce qui a précédé est effacé. Ainsi, le fait qu'il y ait eu 2 coups d'État en Ukraine pour remplacer des gouvernements qui tentaient d'adopter une position plus neutre entre l'Europe et la Russie, cela n'est jamais évoqué. Le fait que depuis 2014, il y ait une junte fasciste à Kiev, contrôlée par la CIA et le MI6, cela évidemment n'est pas mentionné. Le fait que depuis 2014, cette junte fasciste, avec ses superviseurs du MI6 et de la CIA, ait supervisé des pogroms contre les Ukrainiens russophones qui représentaient, vous savez, presque la moitié de la population, n'est-ce pas? C'est une grande partie de la population qui, bien sûr, éprouve naturellement des sentiments amicaux envers son histoire soviétique et envers ses voisins russes. Tout cela a été effacé. Le fait qu'en réalité, ce ne sont pas les Russes qui ont commencé cette guerre. La guerre a commencé en 2014, lorsque certaines régions d'Ukraine ont refusé d'accepter le coup d'État fasciste qui avait eu lieu à travers le processus du Maïdan, a également été effacé. En fait, ce qui s'est passé dans le Donbass, c'était une guerre de résistance antifasciste contre ce qui était essentiellement un projet colonial. L'Ukraine avait déjà perdu sa souveraineté au profit de l'Occident en 2014. En réalité, il y a eu un processus de sape de la souveraineté de l'Ukraine depuis 1991.
On pourrait dire, et à bien des égards, que l'Ukraine a perdu sa souveraineté à ce moment-là, car le peuple ukrainien avait voté pour rester dans l'Union soviétique. Mais leur volonté a été renversée. L'Union soviétique a été dissoute. Ils ne voulaient pas perdre le socialisme. Ils ne voulaient pas perdre l'URSS. Ils ont voté en ce sens. Ils ont été ignorés. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, la contre-révolution qui a eu lieu en 1991, il y a donc eu un processus d'érosion de la souveraineté de l'Ukraine. Mais surtout, en 2004, avec la soi-disant révolution orange, ce fut la première tentative d'installer une dictature soutenue par l'Occident. Cela n'a pas tout à fait réussi. Ils sont revenus en 2014. Entre-temps, ils finançaient des fascistes. En fait, si l'on regarde l'histoire de l'Ukraine, encore une fois un sujet dont on ne parle pas en Occident, le financement des ultranationalistes ukrainiens, qui sont ensuite devenus des fascistes, par les puissances impérialistes occidentales, depuis les années 1930, a été incessant. Un financement ininterrompu des fascistes ukrainiens. Pourquoi? Les puissances impérialistes occidentales ont toujours voulu utiliser l'Ukraine comme tremplin et comme bélier pour tenter de détruire la Russie. La destruction d'une Russie indépendante, la destruction de l'Union soviétique pendant une certaine période, mais avant cela, la Russie, et après cela à nouveau la Russie, a été un objectif à long terme des puissances impérialistes. Nous avons donc assisté à une continuité de la politique impérialiste pendant toute cette période depuis 1991. En 2014, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont mis en place un régime qu'ils contrôlaient totalement. Toute souveraineté a été retirée au peuple ukrainien, toute opposition a été réprimée, les syndicats ont été interdits, les partis politiques ont été interdits. Les médias interdits. L'activité indépendante des classes ouvrières pratiquement interdite. Des bandes armées terrorisent les rues pour discipliner les travailleurs. Le fascisme réapparaît au grand jour. Toute l'histoire de l'Ukraine totalement réécrite. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale totalement réécrite. Le fascisme de la période de la Seconde Guerre mondiale blanchi. Les personnes qui ont participé et aidé avec enthousiasme à l'Holocauste nazi en Ukraine et en Pologne dans les années 30 et 40, complètement blanchies. Et ces personnes réhabilitées non seulement en Ukraine, mais aussi dans les médias occidentaux et mondiaux, blanchies. Et ces personnes, ces terribles criminels de guerre, présentés comme les pères de la nation. Et nous voyons nos propres politiciens en Occident reprendre le slogan de ces fascistes, Slava Ukraini, qui est le slogan des fascistes bandéristes, ayant perpétré des massacres de juifs, de communistes, de slaves et de polonais pendant la période de l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale, et qui ont continué à combattre l'Union soviétique après la fin officielle de la guerre pendant encore 8 ans. Il y a eu une sorte de guerre de résistance soutenue par l'Occident, essentiellement une campagne terroriste en Pologne et en Ukraine, qui a duré jusqu'en 1953, avec un financement occidental pour les restes fascistes qu'ils maintenaient en Ukraine. Et lorsqu'ils ont été vaincus, autant d'entre eux que possible ont été exfiltrés par avion, et on a pris soin d'eux dans l'espoir qu'un jour, ils pourraient à nouveau être utilisés. Ainsi, nous avons vu au Canada, en Australie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qu'il existait des communautés d'Ukrainiens fascistes, essentiellement sauvés, qui étaient payés et financés pour élever leurs enfants dans leur tradition. C'est le terme poli pour, vous savez, maintenir le fascisme vivant dans leur mentalité, dans leurs coutumes. Ils étaient financés. Ils avaient ces petits centres culturels ukrainiens qui recevaient des fonds publics pour maintenir tout cela en vie, pour préserver le sentiment communautaire, la culture de la suprématie fasciste. Et les impérialistes sont doués pour cela. Ils aiment garder leurs agents sous le coude au cas où ils auraient l'occasion de les utiliser à nouveau. Ils ont eu cette occasion, malheureusement. L'Union soviétique a été renversée, elle s'est dissoute. Et de pays en pays,
Dessas fasces qui avaient été mis en réserve, on les chose vu de nouveau. Et les magnats de la propagande venus de l'Occident ont commencé leur travail de réécriture de l'histoire et des manuels scolaires, créant des musées et des ONG pour façonner une nouvelle mémoire culturelle, modifiant les programmes scolaires afin que les nouvelles générations d'enfants grandissant en Ukraine reçoivent une image totalement inversée de leur propre histoire et soient ainsi soumises à une propagande visant à les rendre russophobes. Tel est le but. Transformer non seulement le territoire et les ressources de l'Ukraine, mais aussi son peuple en une force proxy docile à utiliser contre la Russie. Et aujourd'hui, nous en voyons le résultat. Nous voyons que les hommes d'Ukraine ont soit été exterminés, soit ont dû quitter le pays pour ne pas l'être, tout cela au service de l'objectif impérialiste de détruire la Russie. Ils veulent recommencer. Vous savez, il faut aussi reconnaître que, dans l'ensemble, nous faisons face à une crise capitaliste mondiale massive de surproduction. La dernière fois que la situation est devenue vraiment grave pour l'économie mondiale, en fait, le boom d'après-guerre a pris fin à la fin des années 1960 et la crise de surproduction s'aggravait à nouveau. Pendant les années 1970 et 80, il y a eu une vague de troubles sociaux. Il y avait du chômage, des industries fermaient, les économies du monde capitaliste rencontraient de graves problèmes. Et essentiellement, les impérialistes ont sauvé leur système, se sont restabilisés et ont retrouvé la rentabilité en pillant les ressources de l'Union soviétique et des anciens pays socialistes d'Europe de l'Est. Ils ont ainsi donné un énorme coup de fouet à leur système. Mais il est important de noter que pendant qu'ils faisaient cela, pendant qu'ils prospéraient et gagnaient tant d'argent en pillant l'immense richesse accumulée par les pays socialistes, ils en ont aussi profité pour accélérer et approfondir leurs attaques contre leur propre classe ouvrière. Ils ne disaient donc pas « Eh bien, maintenant que les finances vont mieux, nous pouvons continuer la belle redistribution des richesses que nous avions après la Seconde Guerre mondiale. » Non. Maintenant que la menace de l'exemple soviétique avait disparu, ils ne voyaient plus la nécessité de continuer à acheter la paix sociale auprès de l'ensemble de la classe ouvrière avec les réformes sociales que tout le monde impérialiste avait dû mettre en place après la Seconde Guerre mondiale afin d'endiguer la vague révolutionnaire qui se répandait rapidement à travers le monde. Ainsi, même les périodes favorables pour les impérialistes ne se traduisent pas par des périodes favorables pour la classe ouvrière. La seule chose qui apporte des temps meilleurs à la classe ouvrière, c'est la menace de révolution. Et vraiment, pour moi, la leçon à en tirer, c'est que nous devons arrêter de simplement menacer et aller jusqu'au bout. Vous savez, terminer le travail. Mais pour revenir à votre question, désolé, c'était un peu hors sujet. Pour revenir à votre question sur la façon dont le mouvement communiste a échoué à ce moment-là, ce que l'on a vu, c'est tout un tas de partis communistes qui se sont essentiellement laissés gangrener par le révisionnisme, tellement démoralisés par les victoires du capitalisme, qu'ils sont devenus en fait des amplificateurs de la propagande bourgeoise. Ils ont accepté le récit bourgeois et ont cessé d'étudier. Ils ont arrêté d'analyser, de manière marxiste-léniniste, les véritables forces de classe à l'œuvre. Et ils ont cessé d'avoir réellement foi en la capacité des masses laborieuses à faire une révolution. Ainsi, ils ne considèrent plus leur rôle comme celui d'aider la classe ouvrière à comprendre ce qui se passe, à faire comprendre à la classe ouvrière pourquoi le capitalisme doit être remplacé par le socialisme. Au lieu de cela, ils se voient comme une sorte de force d'opposition permanente qui se contente de se lamenter et de dire « Eh bien, les choses ne sont pas très justes, n'est-ce pas ?» Mais essentiellement, ils adhèrent à une critique petite bourgeoise du capitalisme
qui consiste à dire « ce n'est pas juste et nous devrions corriger cette injustice », plutôt qu'à la compréhension marxiste, qui nous montre pourquoi les problèmes inhérents au système capitaliste de production pour le profit ne peuvent pas être résolus à l'intérieur de ce système. Par conséquent, la tâche d'un parti communiste est d'aider les masses laborieuses à s'organiser pour éliminer le système capitaliste de production et le remplacer. Ce que l'on constate, c'est que les partis qui ne parviennent pas à reconnaître que la Russie n'est pas un pays impérialiste et que la Russie n'a pas commencé cette guerre, la Russie est la cible de l'ensemble du camp impérialiste. Parce qu'elle est souveraine et que sa souveraineté signifie essentiellement que quels que soient les souhaits de sa direction et le système financier qu'elle supervise, elle constitue objectivement un rempart contre l'impérialisme dans le monde. Et étant donné que la principale contradiction sur la planète oppose le bloc impérialiste aux masses opprimées, nous devons, en tant que révolutionnaires, nous ranger du côté des anti-impérialistes. Notre rôle est d'appeler à la victoire de la Russie, pas de dire « oh, ils ont envahi », comme le feraient des crétins pacifistes. C'est évidemment absurde si l'on comprend ce qui s'est passé. 8 années de guerre ont été infligées par l'OTAN, via la junte de Kiev, aux russophones qui tentaient simplement de résister à un coup d'État fasciste dans leur pays. En réalité, la Russie a mis beaucoup de temps à venir en aide au Donbass, mais elle a fini par comprendre, je ne sais pas si c'était Vladimir Poutine ou Sergueï Lavrov, mais l'un d'eux a fait remarquer, après une longue expérience de tentative d'accord avec les puissances occidentales, que ces gens sont incapables de respecter un accord. Ils ne comprennent qu'un seul langage. Et si nous voulons défendre notre souveraineté, nous devrons le faire par des faits concrets et par la force, car peu importe le nombre de traités que l'on signe. Nous respecterons notre part, et ils saperont la leur. Ainsi, le monde anti-impérialiste a tiré ces leçons que, malheureusement, beaucoup de personnes se réclamant socialistes ou communistes n'ont pas comprises. Si je peux ajouter un point à ce que vous avez dit plus tôt, au sujet de la stagflation des années 70. Je veux dire, à la fin des années 70, cela devient effectivement une stagflation. Mais la baisse du taux de profit avait déjà commencé dans les années 60, dans les régions développées, à cause de la surconcurrence. Et la périphérie n'était pas en mesure d'acheter ces produits, car le pouvoir d'achat y était très limité. Cela a été résolu, comme vous l'avez dit, en pillant les pays derrière le rideau de fer et l'Union soviétique. Mais j'ajouterais aussi, en pillant une grande partie du Sud global, qui n'était pas socialiste, ou disons pas communiste, pour ainsi dire, en imposant ce projet néolibéral à de vastes régions d'Asie et d'Afrique, afin d'en extraire le travail excédentaire. C'est ainsi que la crise de surproduction a pu être résolue pendant un certain temps. Si je peux jouer l'avocat du diable ici, il y a des courants à gauche qui sont très catégoriques, très clairs dans leur esprit, sur le fait que la réponse de la Russie est une réaction à une provocation. Ils en sont très convaincus. Mais j'imagine qu'il existe une division, même parmi ceux qui acceptent qu'il s'agit d'une réponse provoquée. Certains dans ce camp, diraient qu'au final, peut-être que la Russie n'aurait pas dû envahir. Oui, il y a eu provocation. Nous devrions blâmer l'Occident, nous devrions blâmer l'OTAN, etc., etc., etc. Et ils passent beaucoup de temps à critiquer, comme nous le faisons, mais au final, ils disent que la Russie aurait peut-être eu d'autres moyens que d'envahir, tout en appelant cela une invasion. Je ne pense pas forcément à tous les gauchistes, mais même à Scott Horton, un libertarien qui a écrit le livre Provoked. C'est un ouvrage volumineux. Il documente toute l'histoire de ce conflit. Mais il consacre ensuite un chapitre à exposer les différentes possibilités qui s'offraient à la Russie au lieu de cette opération militaire spéciale.
J'ai aussi interviewé Claire Daly, qui s'exprime très ouvertement. Mais si je ne me trompe pas, et corrigez-moi, chers spectateurs, si je la représente mal, je crois qu'elle a aussi dit que la Russie n'aurait pas dû envahir, ou que c'était une erreur. Je me demande ce que vous pensez de ce type d'analyse. Je pense que, au fond, c'est une réaction au fait que ces personnes vivent dans une bulle médiatique écrasante et hystérique. Et il est vraiment, vraiment difficile de tenir bon sur la bonne position quand tout le monde autour de vous dit « Comment peux-tu dire ça? Ce sont des fous, des maniaques. » Alors ils disent « Non, non, ils ont été provoqués, mais bon, c'était pas une bonne idée. » Et vous savez, c'est aussi une sorte de clin d'œil à un certain pacifisme bourgeois qui refuse de comprendre ce qu'est l'impérialisme. Les Russes ont été très, très, très lents à agir. Ils ont agi avec beaucoup de prudence et de manière très appropriée. Vous verrez que Vladimir Poutine est un président qui accorde beaucoup d'importance au droit international ainsi qu'au droit national, veillant à ce que tout soit en place pour pouvoir montrer à son propre peuple, à la communauté internationale, à ses alliés et à ses détracteurs. Nous avons suivi les procédures correctes à chaque étape. Je pense qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas seulement que la Russie a été provoquée. Si l'on regarde ce qui se passait en Ukraine depuis 2014 et l'évolution de la guerre depuis le début de l'opération militaire spéciale, ce que l'on voit, c'est l'OTAN. D'accord, il y avait tous ces allers-retours sur la possibilité ou non que l'Ukraine rejoigne un jour l'OTAN, mais de facto, elle en faisait déjà partie. L'armée ukrainienne a été renforcée par l'OTAN pour devenir la plus grande armée de l'OTAN. C'est ce qui se passait. Personne ne prévoyait, personne ne menaçait l'Ukraine. Alors pourquoi faisait-il cela? Il n'y avait qu'une seule raison. C'était des préparatifs pour une guerre contre la Russie. Ils ont construit d'énormes fortifications. Ils ont transformé l'Est de l'Ukraine en une immense forteresse prête pour une guerre sur ce territoire. Et enfin, pas vraiment enfin, il devait y avoir un processus de paix, n'est-ce pas? Le processus de Minsk, auquel la Russie a adhéré en tant que garant, la France aussi, les États-Unis aussi, l'Allemagne aussi, je crois, ils étaient tous censés être garants d'un processus de paix auquel tout le monde avait consenti. Qu'est-il arrivé? La Russie l'a respecté, tous les autres l'ont ignoré et sapé. Et après le lancement de l'OMS, ils sont même tous venus publiquement dire « Ah oui, nous n'étions jamais sérieux ». Nous ne faisions que gagner du temps pour continuer à créer des faits accomplis sur le terrain pour renforcer les forces armées ukrainiennes. Quel était le but de tout cela? Ils voulaient trouver un moyen de lancer le type de guerre qu'ils pensaient être celui qui avait provoqué la chute de l'Union soviétique en Afghanistan. Nous n'allons pas avoir cette conversation maintenant, mais ils se trompent, c'est pas cela qui a fait tomber l'Union soviétique. Mais ils voulaient lancer une guerre qui, selon eux, saignerait la Russie, affaiblirait l'économie russe et la cohésion sociale russe et forcerait un changement de régime à Moscou afin qu'ils puissent revenir et organiser une nouvelle orgie de pillage comme dans les années 90. C'était leur plan juste avant le lancement de l'OMS. Nous n'avons vraiment commencé à comprendre ce qui s'était passé qu'après coup, car à l'époque, il était très difficile d'y voir clair. Nous avons commencé à recevoir énormément de propagande. La Russie va envahir, la Russie va envahir, la Russie va envahir. Et pour les gens qui ne connaissaient pas tous les détails sur le terrain, tout cela paraissait étrange. Pourquoi criait-il soudainement ainsi? Ce qui s'est avéré, c'est que les forces occidentales, les forces ukrainiennes soutenues par l'OTAN, se massaient aux frontières du Donbass pour une grande opération d'invasion afin de tenter de reprendre le territoire. Et en gros, c'est à ce moment-là que la Russie est intervenue pour empêcher cela. Donc, même à ce moment-là, vous savez, pour l'Occident,
La façon dont ils mènent leur guerre, c'est qu'ils ont besoin de contrôler le récit. Ils essayent donc toujours de faire en sorte que cela ressemble à une agression de l'autre camp. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en décembre et janvier en Corée du Sud, en fait tout au long d'octobre, novembre, décembre et janvier, il y a eu toute une série de provocations qui visaient en réalité à pousser la RPDC à envahir le Sud, ce qu'elle est prête à faire à tout moment si nécessaire. Mais les États-Unis voulaient relancer ce front de guerre, mais seulement s'ils pouvaient le présenter au monde comme si c'était l'autre camp qui l'avait déclenché. Ils ont donc multiplié les provocations. Ils faisaient voler des drones au-dessus de Pyongyang. L'une des choses qu'ils ont faites a été d'essayer d'organiser l'assassinat d'un homme politique. Je ne me souviens pas de tous les détails, les noms, les partis et tout ça, mais en gros, cela n'a pas fonctionné. Ils avaient des uniformes de l'armée nord-coréenne qu'ils comptaient laisser sur place pour faire croire que des soldats nord-coréens étaient venus assassiner ce politicien. Cela devait rassembler le Sud dans un élan anti-RPDK et déclencher le début de la guerre, mais avec un récit affirmant que le Nord en était à l'origine. En réalité, ce sont les manœuvres des forces de l'OTAN pour lancer une grande invasion du Donbass qui ont déclenché l'opération militaire spéciale russe visant à stopper cela net. On nous a donc présenté la situation comme si un jour Vladimir Poutine s'était réveillé, était devenu un maniaque génocidaire et avait décidé qu'il devait écraser ses voisins en envoyant simplement ses chars. Et tout cela serait arrivé de façon totalement inattendue, n'est-ce pas? C'est ce récit qui a été martelé si violemment auprès des gens en Occident. Et je pense que même ceux qui ont résisté à ce récit, parce qu'ils sont tellement entourés de personnes endoctrinées et hystériques, finissent par s'adoucir sur les bords. Et une grande partie de cela, à mon avis, vient du fait de ne pas avoir une base marxiste à partir de laquelle puiser sa force quand tout le monde autour de vous est devenu hystérique et suit la propagande. Une dernière question ici. Peut-être qu'en tant que marxiste, je vous demanderai de m'aider à examiner l'impact de l'opération militaire spéciale de la Russie à travers le prisme de la lutte des classes. À quoi cela ressemble-t-il? Vous avez dit ailleurs que l'opération militaire spéciale ouvre des possibilités révolutionnaires. Il m'est plus facile de comprendre cela à travers le cadre analytique de l'anti-impérialisme, car c'est, après de très nombreuses années, peut-être depuis la chute de l'Union soviétique, la première fois que la Russie dit à l'empire militaire occidental « ça suffit, nous n'allons plus tolérer votre intimidation ». Et c'est aussi le moment où la Chine s'affirme face à l'intimidateur impérial dans sa propre région. Et tout cela, non seulement par des représailles à travers les guerres tarifaires, mais aussi par ses propres démonstrations militaires lors de défilés. À cet égard, il est très clair que l'Occident a été repoussé. Maintenant, certains documents, le document de défense de la sécurité nationale, qui a été présenté à Pat Hackett, rédigé par Albrecht Kolb, suggèrent que les États-Unis envisagent de réorienter leur attention militaire de la Chine et de la Russie vers l'Amérique latine. Nous devrons voir dans quelle mesure cela sera mis en œuvre et comment cela évoluera. Mais il y a au moins un signe qu'ils ont compris que la Russie et la Chine s'affirment désormais et qu'il ne sera pas facile de continuer à faire ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Mais aide-moi à comprendre cela à travers le prisme de la classe sociale. Comment cela se présente-t-il du point de vue de la classe ouvrière? Je veux dire, la Russie n'est pas un pays communiste. Je peux envisager les implications pour la classe ouvrière en Occident et en Ukraine, de l'Est, Donbass, Luhansk, Zaporizhia et Kherson, qui seraient évidemment très positives. Mais au-delà de cela, quel réalignement des forces de classe cette opération militaire spéciale crée-t-elle, s'il y en a un?
Et il ne s'agit pas de dire que résister à l'empire militaire n'est pas en soi révolutionnaire, mais j'essaye simplement de comprendre s'il existe un aspect directement lié à la classe au-delà de cela. Direct class layer beyond that. Il y en a absolument une. Ce n'est pas une réponse simple, claire et nette, comme tout le monde aimerait qu'elle le soit, je pense, parfois. Mais fondamentalement, l'ennemi du camp anti-impérialiste et de toutes les nations opprimées est le même ennemi que celui des travailleurs dans les pays impérialistes. C'est quelque chose que le Parti communiste devrait rappeler en permanence à sa classe ouvrière. Nos alliés, si vous vivez dans un pays impérialiste, ne sont pas la petite bourgeoisie, cette fausse gauche qui veut réformer et réparer le système et qui, au fond, est achetée et loyale envers ce système. Nos alliés se trouvent dans le monde opprimé et le monde anti-impérialiste. Et nous devons construire un grand camp uni parce que oui, comme je l'ai dit, l'OMS a vraiment marqué l'ouverture d'une nouvelle ère. D'un côté, c'est un nouveau moment dans le développement de la crise de surproduction qui atteint vraiment des proportions extrêmes. Les difficultés économiques des impérialistes s'aggravent de jour en jour. Et il faut reconnaître que la force motrice de leur volonté de guerre, c'est leur désespoir économique. Ils ont besoin de ce pillage. Ils ont besoin de cette orgie de destruction et de reconstruction pour rééquilibrer le système et tenter de retrouver la rentabilité, car sinon ils sont dans une situation vraiment critique. Le système économique vacille au bord d'un effondrement colossal. Je pense qu'il y a beaucoup de sauvetages discrets d'institutions qui se font en coulisses, simplement par la création monétaire. Mais bien sûr, cela entraîne toutes sortes de problèmes qui s'accumulent lentement en questions sociales et économiques, tant au niveau local que mondial, à travers l'inflation et le manque de confiance dans le dollar, l'euro, la livre sterling, et toutes ces monnaies sur lesquelles les pays impérialistes se sont appuyés et qu'ils ont imposées à tout le monde depuis si longtemps. Mais en même temps que le camp impérialiste traverse une telle crise, le camp anti-impérialiste, comme tu l'as dit plus tôt, trouve ses marques. Il trouve en réalité ses marques d'une manière que nous n'avions pas vue depuis la mort de Staline, en se rassemblant autour d'une reconnaissance commune, d'une lutte commune, malgré le fait que tous les membres du camp ne soient pas socialistes, n'est-ce pas? Vous avez la Chine, la RPDC, le Vietnam et le Laos, mais vous avez aussi la Russie, le Brésil, bien sûr le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, le Yémen, l'Iran. Il y a, comme vous le voyez, une grande diversité de types d'économies et de sociétés dans ce camp. Mais ce qui les caractérise tous, c'est la reconnaissance qu'ils ne seront jamais souverains, qu'ils ne pourront jamais développer leurs propres économies de manière indépendante, qu'ils ne pourront jamais contrôler leurs propres ressources, ni offrir quoi que ce soit à leur population tant que l'impérialisme les menace. Et un par un, ils peuvent être éliminés. De plus en plus, il y a une prise de conscience que la lutte doit être menée de façon unifiée et coordonnée. Vous commenciez donc à voir renaître un ordre international qui avait débuté avec la Révolution d'Octobre, où le pays socialiste constituait la pierre angulaire de cet ordre, l'URSS socialiste. Mais l'URSS socialiste reconnaissait encore une fois que l'impérialisme était le grand ennemi dans le monde, et elle a noué des liens fraternels avec toutes sortes de nations qui voulaient simplement être souveraines et indépendantes. Elles n'allaient pas forcément toutes devenir socialistes du jour au lendemain, n'est-ce pas? Si vous lisez les fondements du léninisme de Staline écrits en 1924, il souligne que l'émir d'Afghanistan, qui était évidemment un dirigeant féodal, se trouvait objectivement du côté des forces révolutionnaires dans le monde parce qu'il défendait une Afghanistan souveraine et indépendante. Alors qu'il existait des forces bourgeoises en Égypte,
Même s'il disait que les forces bourgeoises en Égypte étaient aussi objectivement plus révolutionnaires que les forces alignées sur le Parti travailliste en Grande-Bretagne, qui étaient en réalité là pour faire respecter l'Empire, bien qu'elles se revendiquaient de la classe ouvrière et du socialisme, n'est-ce pas? Donc il faut examiner objectivement le contenu de la lutte de quelqu'un et pas seulement les mots qu'il utilise pour l'enrober. Vous savez, les combattants yéménites citent constamment le Coran lorsqu'ils se réunissent objectivement avec des personnes de tous horizons religieux et politiques pour former un front uni contre le sionisme. Et ils reconnaissent que le sionisme est un outil de l'impérialisme. Ils reconnaissent qu'en fin de compte, leur lutte est une lutte anti-impérialiste. Donc cette union est quelque chose d'extrêmement significatif, très très important. Elle offre la possibilité que cette marche vers la Troisième Guerre mondiale ne doive pas nécessairement se terminer soit par une annihilation nucléaire, ce dont nous avons tous été menacés et terrifiés, soit par la victoire des classes dirigeantes occidentales qui réaffirment leur domination. Cela peut en réalité se solder par leur défaite. Mais ce que nous devons reconnaître en tant que travailleurs dans les pays impérialistes, c'est que la tâche de vaincre l'impérialisme ne peut pas être laissée aux seules forces du monde anti-impérialiste ailleurs. Ils peuvent le vaincre militairement, ils peuvent s'accorder un répit. Mais tant que les financiers en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et en Amérique continueront de trôner sur d'immenses montagnes de capitaux financiers, ils ne laisseront jamais en paix les territoires qui se sont libérés. Ils continueront de financer des armées, des médias et toutes sortes de provocations et d'opérations sordides pour semer le trouble et saper la capacité de ces pays à progresser et à se développer tant qu'on les y autorisera. C'est aux travailleurs des pays impérialistes de les arrêter. Et nous devons aussi reconnaître que, vous savez, l'époque des pots de vin d'après-guerre, essentiellement le contrat social qui a été conclu, où nous avons accepté de ne pas faire la révolution en échange de certains avantages que nous aurions obtenus si nous avions fait la révolution, toutes ces choses sont en train d'être retirées. Elles ne reviendront pas. Nous ne reviendrons pas à 1945. Allez. Cela était le produit d'une situation révolutionnaire. La seule façon pour que la situation s'améliore pour les travailleurs britanniques est la même que pour les travailleurs dans d'autres parties du monde. C'est lorsque les impérialistes sont empêchés d'être impérialistes. Et cela signifie qu'ils doivent être dépossédés de leurs réserves de capital financier. Ils doivent être séparés de leur capacité à contrôler la vie économique et politique. Il s'agit donc d'une lutte sur deux fronts. Les opportunités pour cette lutte s'ouvrent. Les conditions de vie des gens leur enseignent une leçon qu'aucune lecture de Lénine n'aurait pu leur donner. À savoir ce qu'est réellement le système, ce que la classe dirigeante pense vraiment de vous, n'est-ce pas? Si l'on observe la façon dont notre classe dirigeante a jeté les Ukrainiens dans la machine à broyer la viande de la manière la plus irresponsable, on constate aujourd'hui que beaucoup de cela a été dirigé par des dirigeants et des agents britanniques. Il existe aujourd'hui de nombreuses preuves indiquant qu'ils sont les cerveaux derrière les opérations les plus terribles et sanglantes de cette guerre. Ce que nous constatons, c'est une continuité dans leur attitude envers les gens ordinaires, qu'ils soient chez eux ou à l'étranger, qui remonte à 1914. Vous n'en êtes peut-être pas aussi conscient, mais c'était encore très présent dans la mémoire collective lorsque j'ai grandi en Grande-Bretagne. La façon dont les généraux de la Première Guerre mondiale traitaient les soldats ordinaires comme de simples chairs à canon. C'est d'ailleurs de là que vient cette expression, je crois. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai apprise dans mon éducation. Cette attitude, cette vision totalement suprémaciste selon laquelle ils sont simplement jetables.
Et les histoires horribles avec lesquelles nous avons grandi, vous savez, vague après vague, de corps humains envoyés sous le feu des mitrailleuses pour être fauchés alors qu'on se battait pour telle ou telle colline. Vous savez, on avance de 2 mètres et on perd 300 000 hommes. Fondamentalement, cette guerre, bien sûr, ne portait pas sur ces morceaux de terre. Il s'agissait de savoir qui aurait le droit de piller les colonies. Cela n'a jamais été clairement expliqué, ni dans nos livres d'histoire, ni aux personnes qui la combattaient. Mais dans cette guerre, les travailleurs d'Europe ont été traités comme de la chair à canon totalement jetable. Et si nos dirigeants peuvent nous traiter ainsi, c'est parce qu'ils ne nous considèrent pas comme de véritables êtres humains. Ils ne considèrent pas les opprimés, vous savez, dans les pays coloniaux, comme de véritables êtres humains. On retrouve exactement la même attitude dans la façon dont ils ont traité les hommes ukrainiens. Ils diffusent ces médias larmoyants pour essayer de faire croire aux gens bien intentionnés en Occident qu'ils doivent soutenir l'Ukraine parce qu'on leur raconte toutes sortes d'histoires horribles. Mais ce ne sont que des larmes de crocodile. Toutes les choses tragiques et horribles, les crimes infligés au peuple ukrainien, proviennent de ces financiers machiavéliques et impérialistes qui traitent le monde entier comme la Compagnie des Indes orientales traitait l'Inde, essentiellement comme une simple opportunité de pillage corporatif. Oui, tu as raison. Je ne suis pas assez âgé pour avoir entendu ces souvenirs populaires, mais j'ai lu quelques livres sur ce sujet. Je veux dire, il y a de plus en plus de livres écrits sur la participation de l'Inde à ce qu'on appelait à l'époque la Grande Guerre. Et il ne s'agit pas seulement des combattants. Je veux dire, la participation des combattants était massive, plus d'1 million de personnes. Mais je pense que plus de 500 000 non-combattants ont participé aux côtés des combattants. Et il existe aujourd'hui de nombreux livres écrits sur l'expérience vécue des soldats indiens. Je suppose que tu as des racines au Pendjab. Mais oui, le Pendjab était la colonie des Canaux et c'était le terrain de recrutement. Et il y avait à la fois des musulmans, des hindous et des sikhs. Ils sont allés en France et en Flandre. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que c'était une période très difficile pour eux de faire face au racisme, à la guerre, etc. Mais je pense que c'était encore plus difficile pour les musulmans envoyés en Mésopotamie, car à cette époque, l'Empire britannique prétendait être l'Empire musulman. Leur argument était que plus de musulmans vivaient sous leur empire que sous l'Empire ottoman, car ils étaient en concurrence avec les Ottomans. Les musulmans qui sont allés en Mésopotamie et ont vu toutes les explosions et les munitions étaient très divisés, car ils avaient entendu parler de la terre de Haroun al-Rachid, et c'était leur terre sainte, mais les gens y étaient simplement tués. Il existe d'ailleurs des livres écrits à ce sujet. Très bien. Vous avez parlé de la responsabilité de la classe ouvrière dans le cœur impérial. Et cela m'amène à une question que je voulais vous poser. Du moins du point de vue de votre parti, dans un cœur impérial, avoir un parti qui cherche à convaincre la classe ouvrière de la lutte contre le capitalisme et de la lutte contre l'empire. À une époque où beaucoup de travailleurs adhèrent à la forme parlementaire et électorale de la politique. Comment abordez-vous cela? Je veux dire, pour beaucoup de gens, la politique, c'est avant tout les élections, même si je ne veux pas trop insister là-dessus, car ce n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Et nous sommes probablement confrontés à cette question, pas seulement dans le cœur impérial. Nous pensons également à d'autres démocraties libérales, entre guillemets, comme la démocratie indienne, où le rôle des partis communistes fait l'objet de débats et de discussions. Parce qu'en Inde, il y a des régions comme le Kerala, par exemple, où les partis communistes peuvent réellement se présenter aux élections, et jusqu'à présent, ils ont remporté des victoires.
Mais de manière générale, je pense que le mouvement communiste en Inde reste très fort. C'est du moins ainsi que je le perçois. Je ne sais pas comment tu le vois. Mais lorsque je me rends aux manifestations paysannes, aux marches des agriculteurs, à toute forme de mobilisation syndicale, elles sont en grande partie organisées sous une forme ou une autre d'organisation fêtière du Parti communiste. Donc, en dehors de la politique électorale, il y a bien sûr une présence massive des partis communistes en Inde. Je ne suis pas sûr pour la Grande-Bretagne. Il faudrait que tu m'éclaires à ce sujet. Je ne pense pas que ce soit le cas là-bas. En tant que parti communiste, en tant que personne associée au mouvement communiste dans ce cœur impérial, où la politique est si souvent pensée et imaginée à travers les élections, même la gauche est souvent obsédée par le parti corbyniste ou par l'aile dissidente du Labour. Quelle serait ta stratégie ou quel est ton programme ou cadre pour convaincre la classe ouvrière du combat qu'elle mène ou qu'elle devrait mener? Fondamentalement, notre tâche est d'aider les travailleurs à apprendre de leur propre expérience, de leur montrer comment la vie elle-même leur enseigne, et d'une certaine manière, d'accélérer ce processus d'apprentissage, si vous voulez. Ce n'est pas à nous de convaincre les travailleurs qu'ils doivent faire une révolution. Une situation révolutionnaire finira par surgir. Notre rôle est d'aider suffisamment de travailleurs à comprendre qu'il n'existe aucun moyen de réformer ce système pour qu'ils répondent à leurs besoins. Et en réalité, cela signifie populariser une compréhension marxiste. Donc, notre tâche est avant tout de former des marxistes, puis que nos marxistes aillent parmi le peuple, soient connectés à lui, fassent partie de lui et popularisent une compréhension de classe de ce qu'est cette société et de son fonctionnement. Des raisons pour lesquelles on ne peut pas et ne veut pas de rapport à leurs besoins. Pourquoi leur vif courrier de progrès faisant indiquer cette étiquette? Why their lives are getting so much harder and all of those things. When it comes to the obsession with electoralism, en ce qui concerne l'obsession pour l'électoralisme, tu as raison. Elle a totalement dominé la période d'après-guerre. Mais cela est en train de changer rapidement. Tu sais, depuis que, comme tu l'as dit, l'agenda néolibéral est revenu dans les années 80 et 90, l'expérience des travailleurs en Grande-Bretagne a vraiment été « Oh, regardez, on nous attaque et personne ne nous défend. » Venez. Et on nous a dit que le Parti travailliste était le parti de la classe ouvrière et on a voté pour eux religieusement pendant des générations. Et nous avons un conseil travailliste et un député travailliste et ils n'ont même pas bougé le petit doigt pour sauver un livre dans une bibliothèque, alors un emploi, une usine ou une industrie, n'en parlons même pas. Voilà. En réalité, les travailleurs britanniques ont constaté une accélération du rythme de la désindustrialisation, qui, rappelons-le, a en fait commencé à la fin du XIXe siècle. Il s'agit là du développement inévitable du capitalisme lorsqu'il devient un capitalisme monopoliste. La Grande-Bretagne est en fait la plus avancée à cet égard. Il ne reste dans notre pays que les industries les moins productives, alors que nous étions autrefois l'atelier du monde. Nous ne produisons presque plus rien. Notre économie est devenue essentiellement parasitaire. L'économie britannique est fondamentalement un corps parasite sur l'économie mondiale, alors qu'auparavant il existait des poches de parasitisme, comme l'avait identifié Lénine. Ces poches se sont désormais étendues à presque tout le pays. Il y a si peu de choses que nous produisons ici maintenant. Le parlementarisme perd de son emprise sur l'esprit de la majorité des travailleurs pauvres britanniques. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lors de la dernière élection où les Tories étaient au pouvoir depuis, je ne sais pas, 13 ans ou quelque chose comme ça, ils étaient complètement discrédités et détestés par tout le monde. Car il est évident que la vie s'est dégradée et qu'ils étaient à la tête du gouvernement pendant que cela se produisait. Ils ont été les porte-drapeaux de vastes politiques d'austérité depuis 2008
et ont supervisé la mise en place d'un régime bien plus dur pour les travailleurs, en termes de précarisation et d'instabilité de l'emploi. Donc les gens sont sous contrat à 0 heure, sans véritables conditions de travail, sans salaire, sans congé, sans indemnité maladie, sans retraite. La vie professionnelle des gens est donc devenue beaucoup plus difficile. Ils travaillent soit plus d'heures, soit pas assez, et dans tous les cas, ils ne gagnent pas assez pour vivre décemment. Beaucoup de personnes qui travaillent touchent des aides sociales. Beaucoup de personnes qui travaillent ont recours aux banques alimentaires. Beaucoup de personnes qui travaillent sont sans abri. Nous sommes donc confrontés à une crise majeure qui se développe ici. Une crise de la pauvreté, une crise de la faim, une crise du sans-abrisme, une crise du travail. Et les syndicats, ainsi que la direction du Parti travailliste, ont totalement facilité tout cela au fil des décennies. Ainsi, les travailleurs ont vraiment perdu confiance dans le système bipartite ou dans l'idée que le Parti travailliste représente une véritable alternative, malgré le fait qu'il existe une énorme machine juste à la périphérie du Parti travailliste, des personnes se présentant comme socialistes et communistes, mais qui sont en réalité des communistes révisionnistes et des socialistes trotskistes, qui travaillent essentiellement à récupérer ceux qui quittent le giron travailliste et à les ramener dans le rang en disant non, 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 nous voulons juste nous débarrasser des Tories et ensuite tout ira mieux. Ils ont donc travaillé très dur lors des dernières élections, disant à tout le monde non, 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 nous allons juste nous débarrasser des Tories et ensuite tout ira mieux. Malgré cela, en réalité, la participation à cette élection a été vraiment, vraiment faible. Et si vous ne regardez pas seulement la liste électorale, mais la population de plus de 18 ans, et il y a un écart croissant entre ces deux chiffres aujourd'hui au Royaume-Uni, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas inscrites sur les listes électorales. D'un côté, être inscrit sur la liste électorale vous met dans la ligne de mire pour les impôts. De l'autre, il y a des gens qui pensent « Eh bien, ça m'est égal. Peu importe pour qui on vote, ça ne change rien. » Donc, la liste électorale ne comprend pas tous ceux qui ont le droit de voter. Mais si vous regardez la population adulte de plus de 18 ans au Royaume-Uni, vous verrez qu'environ la moitié d'entre eux n'a en fait pas voté aux élections générales. Et seulement 18% d'entre eux, 1 sur 8, ont voté pour les travaillistes et la gauche. À cause de la façon dont le système est conçu, la classe dirigeante a pu gérer cela de façon à obtenir pour les travaillistes une supermajorité au Parlement et ils ont pu présenter cela comme une victoire écrasante. Mais en réalité, seulement 18% des adultes au Royaume-Uni ont voté pour le Parti travailliste afin qu'ils puissent obtenir cela. Il y a donc une véritable crise de légitimité pour les politiciens britanniques et pour le parlementarisme britannique. On peut constater en ce moment que le Parti travailliste est devenu encore plus toxique depuis lors à cause de ce qu'ils ont fait en matière d'austérité dans le pays et à cause de ce qu'ils ont fait en matière de crimes de guerre à l'étranger, en particulier la facilitation, la coopération et la participation à l'assaut génocidaire contre Gaza. Parallèlement, il y a une répression de la liberté d'expression et des manifestations dans le pays. Toutes ces choses ont rendu le Parti travailliste extrêmement toxique. Il n'y a presque aucune chance qu'il puisse être réélu lors des prochaines élections. La classe dirigeante cherche à obtenir une majorité stable au Parlement, car s'il y a un parti majoritaire, elle peut faire passer ses lois avec relativement peu de perturbations. C'est très difficile lorsqu'il y a un Parlement sans majorité claire et qu'il faut constamment négocier pour faire adopter la législation. Ils préfèrent donc qu'un parti majoritaire stable soit au gouvernement. On voit en ce moment que des forces se mettent en place où, essentiellement, je pense que ce qui se passe, c'est que
l'aile gauche du Parti travailliste se reconstitue en dehors du Parti travailliste, mais sa mission reste la même, n'est-ce pas? C'est le genre de choses du « votre parti ». Et puis nous avons l'aile droite du Parti conservateur qui se reconstitue à l'extérieur du Parti conservateur et ses réformes. Ces deux groupes sont présentés aux gens dans l'espoir qu'ils puissent être ramenés dans le giron électoral, avec l'espoir et le souhait que les choses vont s'améliorer grâce au vote, à condition d'avoir la bonne personne à la tête et un nouveau parti, et que tout cela sera réglé. Mais en réalité, nous avons déjà vu cette histoire auparavant. En Grande-Bretagne, cela s'est moins produit, mais à travers l'Europe, nous avons assisté à l'effondrement des principaux partis sociaux-démocrates d'après-guerre, remplacés ou complétés par de nouvelles organisations, souvent plus à gauche. Et à chaque fois qu'ils sont sur le point de faire quelque chose qui semble vraiment pouvoir déranger l'impérialisme ou contrarier l'agenda de la classe dirigeante, ils finissent par céder et par soutenir précisément les forces qu'ils étaient censés combattre. Nous l'avons vu avec le nouveau front antifasciste, ou peu importe le nom qu'il se donnait en France, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps, ils ont fini par soutenir l'establishment, même auquel ils promettaient à leurs partisans d'offrir une alternative. Nous l'avons vu avec Syriza en Grèce. Ils sont allés jusqu'au bout, n'est-ce pas, en disant non, parce que le Parti social-démocrate, le PASOK, s'est effondré. Il y avait cette volonté de l'Union européenne d'imposer à la Grèce une austérité des plus terribles. La classe ouvrière grecque a voté pour Syriza parce que Syriza leur avait promis qu'ils pourraient voter sur la sortie de l'Union européenne et rejeter les conditions de cette austérité, qu'ils pourraient retrouver leur souveraineté et ne pas être réduits à devenir en quelque sorte un semi-vassal de l'Union. Et qu'est-il arrivé? Ils ont élu un gouvernement Syriza. Syriza a organisé un plébiscite, un référendum sur les conditions du plan de sauvetage. Voilà, c'était ça, merci. C'était les conditions du plan de sauvetage. Le peuple a voté pour les rejeter. Syriza a cédé et a accepté quand même. Donc à chaque fois, nous voyons le même schéma. Maintenant, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, nous avons déjà vu le projet Corbyn, n'est-ce pas? Toute la fausse gauche en Grande-Bretagne, qui se dit socialiste et communiste, nous répète depuis 1945. Et en réalité, ils ont fait partie d'une véritable conspiration criminelle, qu'il faut endormir la classe ouvrière dans un faux sentiment de sécurité à propos de ce qu'elle avait gagné après la Seconde Guerre mondiale, saper sa conscience de classe, lui retirer son esprit révolutionnaire et lui dire « Regardez, tout ce que nous avons maintenant, il suffit de continuer à voter pour le Labour et de faire pression sur le Labour pour qu'il ait des politiques de gauche et un leader de gauche et un peu de pression dans la rue et nous avancerons pas à pas. » Nous allons trouver cette voie vers le socialisme qui ne nécessite pas de révolution et qui peut être réalisée par le Parlement britannique, de toutes les institutions, le Parlement bourgeois britannique. Depuis 1945, on dit aux travailleurs que c'est ce véhicule qui permettra d'instaurer le socialisme en Grande-Bretagne. De toute évidence, ce n'est pas le cas. De toute évidence, ils ont abandonné toute compréhension qu'ils avaient autrefois de Lénine et du léninisme, ainsi que de l'analyse socialiste en général. Mais ce faisant, le programme maximum de toutes ces organisations, et la raison pour laquelle, malgré des philosophies apparemment différentes, elles travaillent toutes si bien ensemble, c'est qu'en réalité, sous toutes leurs différences apparentes, elles avaient un seul vrai programme, à savoir continuer à voter travailliste et faire pression pour un dirigeant de gauche. Et le leader de gauche du Parti travailliste était comme le Saint Graal, et cela n'allait jamais arriver. Et puis soudainement, c'est arrivé. Et là, ils avaient leur leader de gauche du Parti travailliste, leur programme maximal, s'est essentiellement mis en place. Et qu'avons-nous vu?
Eh bien, notre parti a rédigé une analyse très utile de ce que nous avons appris du projet Corbyn. Mais après avoir tiré ces leçons, je pense que c'est criminel d'essayer de faire perdre du temps aux travailleurs à répéter l'exercice. Seulement, vous savez, sous une forme organisationnelle légèrement différente. C'est exactement la même chose qui recommence. Même si n'essayez pas simplement de créer un autre parti de social-démocratie qui vous dit « nous allons régler les choses par les élections », ce que vous ne pouvez pas faire. Donc ils mentent déjà à la classe ouvrière. Mais se lever, vous savez, rassembler tout le monde derrière Jeremy Corbyn, qui s'est déjà montré absolument incapable de résister face à la propagande de la classe dirigeante, face à leurs attaques politiques et économiques, nous avons vu ce que Jeremy Corbyn a fait. Une chose dont le mouvement de solidarité avec la Palestine et le mouvement antisioniste doivent absolument tenir compte, c'est le rôle qu'a joué la direction de Jeremy Corbyn dans la facilitation des purges sionistes parmi les membres du Parti travailliste. C'est sous la direction de Jeremy Corbyn que la purge la plus féroce, la plus brutale des membres pro-palestiniens du Parti travailliste a eu lieu. Et même au point où des figures de la haute direction, des députés et des politiciens pro-Palestine ont été expulsés du parti en tant que soi-disant antisémites. Y compris lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, il a été qualifié d'antisémite. Il n'a pas été exclu du parti. Mais au lieu de se lever et de dire « c'est absurde », ces accusations sont motivées politiquement et l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Il s'est contenté de dire « désolé, 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 désolé ». Il a laissé toutes les personnes proches de lui se faire exclure. Il a laissé une grande partie de ses membres qui lui étaient fidèles se faire exclure. Et il a facilité l'introduction ou l'acceptation par le Parti travailliste de la définition de l'antisémitisme de l'IAHA, qui dit en gros que, donc l'IAHA, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. C'est une organisation sioniste. Et ils ont établi une définition de l'antisémitisme qu'ils ont poussée de manière agressive à travers les gouvernements et les institutions d'État en Occident. Et c'est un mensonge total. Ce que cette définition dit, ce n'est pas que l'antisémitisme est la haine des Juifs, simplement parce qu'ils sont Juifs. Ils ont essentiellement confondu l'antisionisme avec l'antisémitisme. Ils ont dit « Oh, si vous attaquez Israël, vous êtes antisémite. » N'est-ce pas? Donc, ils ont essentiellement rendu la solidarité avec la Palestine antisémite. Et le Parti travailliste sous Jeremy Corbyn a accepté cette définition de l'antisémitisme, ce qui a ensuite facilité sa mise en œuvre par le gouvernement ou par l'État dans tous les partis politiques bourgeois. Et tout un tas d'institutions publiques, hôpitaux, conseils, écoles et universités, l'ont alors toutes adoptées. Et Jeremy Corbyn a joué un rôle crucial dans ce processus. Nous en voyons maintenant les conséquences, car nous avons désormais des lois selon lesquelles des membres de mon propre parti ont été arrêtés et inculpés en vertu de la législation sur les crimes de haine, pour avoir vendu un livre sur le sionisme et s'être vu dire « Non, c'est un discours de haine, non, vous ne pouvez pas faire ça ». Tout cela fait partie d'un processus dans lequel Jeremy Corbyn, je le crains, a été profondément complice en facilitant cette atmosphère dans laquelle nous devons actuellement travailler. Voulez-vous dire que son inefficacité équivaut à sa complicité? Eh bien, il n'a pas seulement été inefficace, il a accepté la définition de l'IHRA, il ne s'est pas contenté de patauger, il l'a acceptée. Et cela a permis qu'elle soit adoptée dans de nombreux autres endroits. Donc, sur de nombreux points de principe importants, il a tout simplement cédé sous la pression, il a fait marche arrière et s'est contredit. L'une des raisons, en fait, ce qui est intéressant, je pense, dans toute cette histoire de ton parti,
c'est qu'il y a beaucoup d'aristocrates travaillistes, de syndicalistes, de trotskistes, qui courent partout en agissant comme si c'était la seconde venue du Messie et veulent en faire un événement énorme. Mais la masse des travailleurs pauvres en Grande-Bretagne a tourné le dos à Jeremy Corbyn il y a longtemps et n'a vraiment aucun intérêt pour ce parti. Et l'une des principales raisons à cela était son revirement sur le Brexit. Après le référendum sur le Brexit, il avait d'abord déclaré que le vote devait être respecté et que nous devions travailler à obtenir un accord décent pour la classe ouvrière puisque nous partions. Puis, sous la pression de la classe dirigeante et de leurs agents au sein de son parti, il a essentiellement cédé. Lors des élections de 2019, il se présentait avec cette plateforme des plus ridicules. Nous allons organiser un second référendum et nous allons recommander aux gens de voter contre la sortie de l'ULPMM, en substance. Pour les travailleurs qui avaient voté pour le Brexit et qui avaient passé 3 ans et demi à regarder ce qui était essentiellement un sit-in parlementaire, où l'ensemble du Parlement était uni pour essayer de trouver comment ne pas faire le Brexit, cela était inacceptable. Et c'est tout ce qu'ils ont fait, littéralement pendant 3 ans et demi. Ils se sont simplement disputés sur les détails de différentes manières de faire le strict minimum pour mettre en œuvre le Brexit, ou bien de l'annuler complètement, ou de faire semblant de l'appliquer, mais de la façon la moins efficace possible, un Brexit qui n'en était pas vraiment un. Et vous savez, c'est pour ça que Boris Johnson a été élu en 2019, parce qu'il s'est présenté à l'élection avec un seul slogan, « Réaliser le Brexit ». Mais Jeremy Corbyn a en fait saboté ses chances de gagner cette élection en se retournant contre la majorité des Britanniques qui avaient voté pour le Brexit et qui étaient tellement en colère de voir leur décision complètement ignorée. Il y a eu un grand débat aux États-Unis à ce sujet. Le Parti démocrate, un troisième parti ou aucun parti. D'accord. Et pendant que tu parlais, j'ai eu des réactions similaires à certains égards. Je dirais qu'il y a une partie de la gauche qui dirait qu'elle est entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jyoti Brar. Ils accepteraient tout cela. Mais ils diraient, ne perdez pas de temps dans la politique électorale, la politique parlementaire. Une fois tous les 4 ans, ou peu importe, s'il y a un moment où votre parti a une chance de gagner, allez voter pour votre parti. Cela ne devrait pas être votre priorité, mais allez-y. Parce qu'après tout, votre critique dirait que si vous ne les soutenez pas lors des processus parlementaires, ou en France par exemple, si vous ne soutenez pas la LFI de Jean-Luc Mélenchon, ou en Allemagne, si vous ne votez pas pour, peut-être, ils ont plusieurs options, disons, Die Linke, ou vous savez, Sarah Wagenknecht. Et je ne sais pas ce que vous pensez du Parti socialiste ouvrier de Pedro Sánchez. Mais en fait, ce que je veux dire pour être très provocateur, si vous ne votez pas pour la plus grande alternative, que ferait le Parti communiste de Grande-Bretagne, marxiste, un parti vraiment très petit, et je suis volontairement provocateur ici avec tout le respect dû, qu'est-ce que vous feriez tout seul? Eh bien, nous n'allons rien faire, n'est-ce pas? C'est la classe ouvrière qui va agir. Et l'idée que si vous ne participez pas à l'élection, vous êtes hors jeu, c'est aussi, vous savez, simplement répéter tout le mythe du parlementarisme bourgeois qui dit « voici notre démocratie et voici comment on change les choses ». Mais il y a certains faits que toute la gauche doit intégrer, tout comme la classe ouvrière doit le faire. À savoir, depuis que la classe ouvrière a obtenu le droit de vote massivement ouvrière en Grande-Bretagne, ce qui s'est vraiment produit après la Première Guerre mondiale, il y a eu un déplacement de la prise de décision en dehors du Parlement. Donc, si vous regardez réellement le Parlement, vous pourriez le remplir avec 600 Karl Marx. Serait-il aux commandes du pouvoir en Grande-Bretagne?
La réponse est non. Voilà. Donc, de mon point de vue, je trouverais utile de participer aux élections à partir du moment où, premièrement, il y aurait réellement une demande de la classe ouvrière pour des candidats communistes. Or, actuellement, cette demande n'existe pas. Donc, il faut, vous savez, il faut la construire. Il n'y a aucun intérêt à se présenter comme communiste, vous savez, pour... Mais s'il y avait une véritable demande pour des candidats communistes, le rôle du candidat communiste serait d'aider les gens à ouvrir les yeux sur la futilité de tout ce processus, parce que vous nous élisez ici, mais nous n'avons aucun pouvoir, et de montrer comment fonctionnent les mécanismes, comment le pouvoir est exercé ailleurs, et comment tous ces parlementaires sont soudoyés par divers groupes de pression et sont sous le contrôle de différents intérêts. Les procédures sont manipulées, et tout ce cirque, et vous savez, presque comme dans Le Magicien d'Oz, on tire le rideau sur le cirque et on montre ce qui se passe réellement. Donc, le rôle d'un communiste est de dénoncer le parlementarisme bourgeois et de hâter le jour où la masse des travailleurs s'en détournera complètement. Il ne s'agit pas d'aller voir les travailleurs et de leur dire « Oh, vous savez, tous ces partis sont horribles, mais notre parti va faire mieux. » Faire mieux quoi? Mieux gérer l'impérialisme britannique. C'est pour cela que vous postulez. S'il vous plaît, puis-je être autorisé à gérer l'impérialisme britannique mieux que les précédents? L'idée que vous allez empêcher l'impérialisme britannique d'être ce qu'il est à travers le Parlement bourgeois impérialiste britannique, c'est un mythe qu'il faut briser. Et oui, tu as raison, nous sommes très très peu nombreux, mais les gens l'apprennent à travers leur propre expérience de vie. Et donc, quand nous leur disons la vérité résonne en eux. Maintenant, si nous commençons à leur raconter des mensonges juste pour obtenir des voix ou, tu sais, si nous commençons à nous rallier à toutes sortes de projets, tu sais, j'ai déjà participé à des projets électoraux. C'est pas comme si j'avais une position absolue du genre il ne faut jamais, au grand jamais, faire quoi que ce soit d'électoral. Mais j'ai toujours été là dans le but d'essayer de faire passer mon message auprès des travailleurs. Parfois, on peut donc participer à un processus électoral simplement parce que c'est une occasion de rencontrer des gens à un moment où ils sont prêts à vous parler. Nous avons connu des périodes paisibles où les travailleurs ne voulaient pas vraiment parler politique avec vous, et c'était presque comme s'ils ne reconnaissaient votre droit de leur parler politique qu'au moment des élections. Mais je pense en fait que cette époque est révolue. Il y a tellement de crises et tant de problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés au quotidien que désormais, si vous tenez seulement un stand dans la rue et que vous parlez aux passants, ils sont prêts à discuter politique. Vous pouvez aller frapper aux portes des gens. Ils ont beaucoup de choses à dire pour eux-mêmes. Ce qui leur manque, c'est le sentiment qu'il existe des organisations qui parlent vraiment en leur nom. La raison pour laquelle la droite parvient à rallier autant de personnes défavorisées et de travailleurs pauvres, c'est qu'elle propose un récit très crédible pour expliquer le déclin et la dégradation de la société britannique et du niveau de vie britannique. En gros, ils ont un programme en un seul point, qui dit que c'est la faute des immigrés. Et ce message est amplifié par toute la presse bourgeoise, tout l'appareil bourgeois. Chaque parti bourgeois dit oui, l'immigration est un problème, puis ils débattent des détails sur la manière de résoudre ce problème. Mais comme c'est soutenu de la gauche à la droite et à travers tout le spectre des médias bourgeois, c'est très facile à vendre. Et les voix de l'extrême droite, soi-disant, sont aussi massivement amplifiées dans nos médias. Elles sont présentes partout. Et c'est précisément parce qu'elles servent la classe dirigeante en récupérant les travailleurs marginalisés et en essayant de les ramener à croire qu'il existe un moyen de réparer le système et à croire que leurs problèmes seront résolus si, vous savez,
tous les immigrés étaient expulsés, ce qui bien sûr est absurde. Mais ceux qui pourraient réellement leur dire autre chose, ce sont des gens comme mon parti. Pourquoi mon parti est-il si petit? C'est parce que le monde des médias bourgeois fait comme si nous n'existions pas. Et ils sont très efficaces pour faire taire la voix et l'analyse que nous devons mettre en avant. Mais dans la mesure où nous le pouvons, il est absolument nécessaire de faire savoir aux gens qu'ils sont trompés. Ceux qui se présentent comme leurs amis ne sont pas leurs amis. Ceux qui servent réellement l'ennemi de classe, ceux qui propagent cette rhétorique anti-immigrée parmi eux, les incitent à se retourner contre d'autres travailleurs. Et toute la fonction de monter les travailleurs les uns contre les autres, c'est de permettre à ceux qui s'enrichissent sur votre dos de rester au pouvoir, de continuer à vous exploiter, de vous égarer, de vous embrouiller et de faire en sorte que vous dirigiez votre colère dans la mauvaise direction. C'est juste. Donc vous diriez probablement que vous feriez campagne contre, ou peut-être pas vraiment faire campagne contre, mais vous souligneriez un point contre, disons, votre parti. Oui, je ne pense pas qu'ils offrent quoi que ce soit à qui que ce soit qui soit utile d'une quelconque manière. Je pense qu'ils offrent de l'illusion. Et plus encore, en fait, à ce moment précis, je trouve, honnêtement, Gio Tishman, je trouve que c'est presque criminel d'essayer de ramener les gens à l'idée que la politique bourgeoise va leur apporter quelque chose alors qu'ils commencent à se rendre compte que ce n'est pas le cas. Et en plus de cela, quand on regarde toutes les crises profondes et urgentes auxquelles les travailleurs sont confrontés en ce moment, qui sont urgentes et qui nécessitent une attention immédiate, qu'il s'agisse du génocide qui exige une action urgente, de la crise du logement, de la crise de la faim, de la crise de l'emploi, ou de tous les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés et qui nécessitent une réponse urgente, qui exige que nous trouvions comment nous organiser et utiliser notre pouvoir collectif. Débarrassons-nous des directions qui nous lient au système impérialiste et utilisons réellement notre organisation de masse afin que nous, en tant que classe, puissions exercer notre pouvoir et commencer à lutter pour nous-mêmes. C'est urgent. Que disent-ils aux gens? Inscrivez-vous à notre liste de diffusion. Venez à quelques réunions et nous nous organiserons pour les élections générales de 2029. C'est en réalité une entreprise criminelle. D'une part, en semant de faux espoirs, et d'autre part, en occupant les gens à ne rien faire, pendant que la classe dirigeante poursuit sa politique de nous entraîner vers la Troisième Guerre mondiale en commettant des génocides. Et la Palestine n'est pas la seule concernée. Demandez aux Yéménites, demandez aux Syriens, n'est-ce pas? Demandez aux Libanais, demandez aux Congolais. Commettre tous ces génocides en ce moment même sous nos yeux, tout en aggravant sans cesse les conditions des travailleurs chez nous et en réprimant tous ceux qui essayent de se lever et d'arrêter tout cela. Tout cela exige que la classe ouvrière s'organise d'urgence dans son propre intérêt pour stopper tout cela net et commencer à lutter pour elle-même. L'idée qu'une sorte d'approche tiède, où tout le monde se réunit et dresse sa petite liste de souhaits sur la façon dont il aimerait que le monde soit, puis s'assoit dans une pièce pour discuter de la manière de construire une organisation parlementaire d'ici 2029, c'est en réalité une diversion criminelle du véritable désir des gens de résoudre les problèmes qu'ils constatent. J'ai préparé une dernière question. Je veux respecter votre temps, donc n'hésitez pas à y répondre aussi brièvement que vous le souhaitez. Vous avez quelque chose à dire sur la politique identitaire. J'aborde ce sujet parce que, en particulier en Occident, nous voyons deux types d'extrêmes. Il y a une mobilisation d'extrême droite qui refuse toute forme d'agenda concernant la non-discrimination fondée sur le genre, le sexe, la race, etc.
Et ils en sont arrivés à une position où même le racisme est perçu comme, vous savez, la protection de sa culture ou autre. You know, protecting your culture or whatnot. And then on the other hand, we have the identity Et puis, politics. d'un autre côté, il y a la politique identitaire, qui n'a pas été utile, pour le dire très gentiment, où l'on pourrait dire qu'elle a été une idéologie entièrement au service de la classe dirigeante. Je n'ai pas d'avis très tranché sur ce sujet, étant donné que je vis en Inde, où ce ne sont pas les questions les plus importantes, mais notre plateforme est une plateforme mondiale, et nous avons beaucoup de spectateurs venant du Nord global également. Et lorsque je lisais le manifeste de votre parti, il y avait quelque chose à propos de la politique identitaire. Donc si vous pouviez conclure cette conversation en partageant vos réflexions sur la politique identitaire et sur la manière dont la gauche devrait aborder l'ensemble de cette question. How the left should look at the whole idea of identity politics. Bien sûr. En fait, j'ai écrit un petit livre à ce sujet intitulé Politique identitaire ou politique de classe, parce que vous avez raison, la politique identitaire est quelque chose qui a été particulièrement promu dans le milieu universitaire, mais qui est maintenant devenu, comme vous l'avez dit, une idéologie bourgeoise venue de l'extérieur. Ils ont repris des thèmes ou des revendications du programme socialiste et les ont complètement déformés et inversés, de sorte qu'ils cessent d'être ce qu'ils étaient et deviennent quelque chose qui sape la cohérence et la cohésion du mouvement ouvrier socialiste. Elles ont donc été absolument toxiques pour la classe ouvrière. Mais bien sûr, la réaction face à un faux antiracisme n'est pas « Ah, donc le racisme, c'est acceptable ». Et c'est là, encore une fois, que nous voyons la toute dernière version de tout cela. L'encadrement de tout dans les guerres culturelles, où en réalité, les deux camps représentent des idéologies de la classe dirigeante. On nous demande de choisir un camp ou l'autre, et les deux ont été sélectionnés et sont dirigés par des membres ou des fractions de la classe dirigeante. Nous ne devons donc pas tomber dans ces pièges non plus, n'est-ce pas? Par exemple, le féminisme bourgeois ne vise pas réellement à libérer la masse des femmes de leurs conditions de citoyennes de seconde zone, avec les charges supplémentaires que la société de classe leur impose. Le féminisme bourgeois, c'est la revendication qu'une certaine strate de femmes dans la société ait un accès égal aux postes les plus élevés, aux droits de propriété et à tout le reste. Mais cela n'a pas d'impact sur la vie de la majorité des femmes de la classe ouvrière, qui restent toujours dans la même situation qu'elles ont toujours connue. Pour nous, en tant que socialistes, nous reconnaissons que la question des femmes est fondamentalement une question de classe. La racine de l'oppression des femmes se trouve dans la société de classe, et elle ne sera renversée qu'en dépassant la société de classe, en la remplaçant par une société socialiste. C'est pourquoi la question des femmes a toujours été une question socialiste. Il en va de même pour la question du racisme. Le racisme est fondamental à l'impérialisme. L'impérialisme a besoin du racisme. Il a besoin d'idéologies racistes pour justifier sa colonisation à l'étranger, ses guerres à l'étranger. Il faut pouvoir présenter les peuples victimes de son agression comme n'étant en quelque sorte pas vraiment humains. Ils mériteraient d'une certaine manière leur sort ou seraient incapables de se développer de façon civilisée par eux-mêmes. Ils auraient besoin de notre intervention bienveillante pour se développer dans le monde. Mais le racisme est aussi nécessaire à l'intérieur du pays pour diviser la société. Il faut opposer les travailleurs entre eux. C'est un outil fondamental de la classe capitaliste. Marx et Engels avaient identifié cela parmi la population britannique à l'époque de la migration massive des Irlandais vers la Grande-Bretagne. Ainsi, au moment même où l'on affamait les Irlandais pendant les années de la famine, un grand nombre d'immigrants irlandais arrivaient en Grande-Bretagne. Et même avant cela, en réalité, mais à travers le processus de colonisation et de répression de l'Irlande,
ainsi que de dépossession de la paysannerie irlandaise, beaucoup d'entre eux sont venus dans les villes industrielles britanniques comme main-d'œuvre bon marché. Ils ont construit la majeure partie des infrastructures britanniques en fait. Ils ont construit les canaux, ils ont construit les chemins de fer. Ils étaient une main-d'œuvre bon marché, hyper exploitable. Ils étaient hyper exploitables en Irlande et ils l'étaient aussi sur le sol britannique. Et la classe dirigeante britannique a utilisé leur position de force hyper exploitable pour créer des tensions au sein de la classe ouvrière. Marx et Engels ont correctement identifié que c'était là le secret du pouvoir ou de la stabilité du règne bourgeois en Grande-Bretagne, leur capacité à occuper la classe ouvrière, à se battre contre elle-même. Exactement. Les ouvriers irlandais détestent les ouvriers anglais. Les ouvriers anglais détestent les ouvriers irlandais. Vous savez, et ils se méprisent ou se regardent de haut pour différentes raisons. Il explique comment les médias ont joué un rôle vraiment important dans tout cela. L'ensemble des institutions culturelles et étatiques a systématiquement diffusé toutes sortes de désinformation et de discrimination contre les Irlandais pour toutes sortes de raisons fallacieuses. Vous savez, on disait qu'ils étaient comme si, qu'ils étaient paresseux, stupides, catholiques, négligés, qu'ils avaient trop d'enfants, que leur pauvreté était essentiellement de leur faute. Et nous voyons les mêmes schémas aujourd'hui. Ce qu'il est important de comprendre à propos de la manière dont le racisme est utilisé par l'impérialisme, c'est qu'ils en ont toujours besoin, mais la cible peut changer. Si vous grandissiez en Grande-Bretagne aujourd'hui, vous ne sauriez pas que les Irlandais étaient autrefois la principale cible du racisme anglais ou du racisme britannique. Aujourd'hui, les Irlandais ont été essentiellement intégrés et nous avons d'autres cibles. Nous avons eu les Indiens et les Pakistanais comme cible, nous avons eu les Afro-Caribéens comme cible, nous avons eu, vous savez, les Polonais et les Européens de l'Est comme cible. Aujourd'hui, c'est principalement l'islamophobie. Et si vous voulez comprendre pourquoi la cible change, il faut surtout regarder où se déroulent les guerres. Aujourd'hui, l'islamophobie va de pair avec la focalisation des guerres au Moyen-Orient depuis 1991 et la chute de l'Union soviétique. Et cela rejoint ce que nous disions plus tôt. Vous disiez que la chute de l'Union soviétique avait permis le pillage des territoires soviétiques a contribué à réstabiliser le système, mais ils ont aussi pu piller le reste du monde. Et bien sûr, c'est la chute de l'Union soviétique qui a rendu cela possible. L'Union soviétique avait été une force protectrice pour les peuples du monde entier, leur donnant la capacité de résister au pillage impérialiste et d'avoir un soutien s'ils voulaient tenter un développement souverain. De plus, le mouvement ouvrier s'opposait à la bourgeoisie du Sud global elle-même, car l'Union soviétique finançait de nombreux mouvements syndicaux dans le Sud global. Il s'agit donc d'un immense recul pour l'ensemble de l'humanité. En réalité, la chute de l'Union soviétique a provoqué une crise très profonde dans notre mouvement, un grand revers. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, comme on nous l'a dit. C'est un revers, mais, vous savez, inévitablement, la vague révolutionnaire finit par remonter. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Même si les impérialistes s'enfoncent dans une crise de plus en plus profonde, ce qui rend leur volonté de guerre inexorable et leur politique d'austérité brutale et dure dans leur propre pays, en même temps, nous assistons à une montée de la vague du mouvement révolutionnaire. Il y a donc une véritable possibilité en cette période. Mais la politique identitaire, pour revenir à votre question, la politique identitaire est une autre arme que la classe dirigeante utilise pour diviser les travailleurs les uns contre les autres. Vous avez ces hiérarchies d'oppression, vous voyez, vous avez cette idée d'antiracisme qui n'est pas le racisme divise les travailleurs et donc nous devons nous unir et le combattre.
Nous devons lutter contre le système impérialiste qui a besoin du racisme. À la place, vous avez ce genre de lutte pour les droits contre le racisme à l'intérieur du capitalisme, ce qui en soi est finalement un oxymore. On ne peut pas avoir l'égalité dans une société inégalitaire. Le capitalisme est une société qui est fondée sur l'inégalité et qui chaque jour aggrave encore davantage l'inégalité. Donc, la revendication de l'égalité à l'intérieur d'un système essentiellement inégal est illusoire. C'est une cible imaginaire que l'on poursuit. C'est comme si l'on demandait l'égalité devant la loi. C'est le meilleur type d'égalité que le système bourgeois peut vous offrir, mais vous n'avez pas un accès égal à la loi. Donc tout cela reste formel, une approche formaliste d'une question sérieuse. Si vous voulez vraiment une véritable égalité des chances pour les travailleurs et une égalité de traitement pour les travailleurs, il faut se débarrasser de ce système inégal et exploiteur. Ainsi, nous combattons la politique identitaire, mais nous ne suivrons pas la voie du wokisme. Enfin, la politique identitaire a en quelque sorte engendré ce wokisme. Je n'aime pas vraiment ce mot, mais il est très populaire, les gens comprennent ce que vous voulez dire. Donc, nous ne soutenons pas ces fausses mesures pour lutter contre l'inégalité sans s'attaquer au capitalisme. Tout cela, c'est du n'importe quoi. Mais d'un autre côté, cela ne signifie pas que ces revendications étaient erronées. La revendication de la libération des femmes, la revendication de la fin du racisme et de l'hyper-exploitation, ce sont des revendications justes. L'essentiel est de reconnaître qu'elles ne peuvent être satisfaites que par la révolution socialiste. C'est pourquoi elles font partie du programme socialiste, et tout le travail des partis communistes consiste à aider les travailleurs à en prendre conscience et à œuvrer ensemble pour cet objectif, plutôt que de se laisser entraîner dans ce genre de débat de guerre culturelle où, en fin de compte, on se laisse monter contre une autre partie des travailleurs. Et dans cette situation, il n'y a que la classe dirigeante qui en sort gagnante. C'est comme en Grande-Bretagne en ce moment. Vous savez, il y a des manifestations anti-immigration devant ce qu'on appelle les hôtels pour migrants. Ces hôtels pour migrants sont une arnaque épouvantable, mise en place pour enrichir les propriétaires immobiliers, où des hôtels en faillite sont laissés à l'abandon, mais leurs propriétaires reçoivent des sommes énormes pour loger, et j'utilise ce mot très librement, parce qu'il s'agit en réalité, vous savez, de prisons à ciel ouvert ou de taudis pour des migrants arrivés par le système d'asile, mais dont les demandes ne sont pas traitées. Et tant qu'elles ne le sont pas, ils n'ont pas le droit de travailler ni de mener une vie normale. On les place donc dans ces endroits. C'est en gros une prison, mais avec la porte ouverte, n'est-ce pas? Les conditions sont horribles. Ils n'ont pas la possibilité de se déplacer ni de s'intégrer. Ils ne reçoivent pas de cours d'anglais. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils ne sont pas... Vous savez, donc c'est une situation horrible dans laquelle ils se retrouvent. Mais ensuite, des provocateurs sont envoyés dans ces communautés pour leur dire « Vous avez vu, il y a ces hommes à la peau brune qui se promènent ici et on les loge dans un hôtel. » Or, pour un travailleur ordinaire, notre idée d'un hôtel, c'est la vie de luxe, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une totale méconnaissance de ce que sont réellement ces bâtiments. Les provocateurs sont aussi payés par l'État pour exciter les gens, pour répandre des rumeurs sur ce qui se passe, pour dire « ces gens regardent vos femmes, ils regardent vos enfants, ils font ceci ». Ils font cela, et toute la stratégie consiste à les exciter et à leur dire « vous savez à quel point votre vie part en vrille. Vous savez que vos enfants ne se sentent pas en sécurité et que vos femmes ne se sentent pas en sécurité. Vous savez que les rues sont pleines de nids de poules. Vous savez que vous n'arrivez pas à obtenir un rendez-vous chez le médecin. Vous savez que vos enfants ne peuvent pas entrer dans une bonne école, etc., etc., etc. Il y a des immigrés au bout de la rue.
Et vous voyez, c'est cette confusion entre les deux, comme si l'un était responsable de l'autre. Ainsi, des travailleurs en colère, qui ont le sentiment que leur vie devient terrible, sont détournés par des provocateurs pour manifester devant des hôtels de migrants. En réalité, ce sont de petites manifestations, même avec tous les efforts déployés par l'État pour faire des immigrés et des demandeurs d'asile des boucs émissaires en particulier. Les manifestations ont tendance à être assez réduites. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'un groupe de trotskistes arrive et organise une contre-manifestation. Et que fait la contre-manifestation? Elle crie sur les personnes présentes à la manifestation. Donc en gros, il y a des gens qui disent « nous pensons que le racisme c'est mal » et les trotskistes disent « oui, venez vous opposer au racisme ». On crie sur les Panamnela, l'autre camp, ce sont des fascistes par les provocateurs de l'autre camp et on leur dit à quel point ce sont des fascistes ignobles et abominables. Espèce de salauds. C'est vraiment comme ça. Donc ils ne font que hurler. Ce qu'ils ne font pas, c'est aller leur parler et leur dire, vous savez, on vous égare, vous êtes manipulés par des gens qui essaient en réalité de vous utiliser pour sauver le système qui a créé toutes ces conditions. On vous trompe. Mais en ce qui me concerne, les gens des deux camps de ces affrontements de rue ont été égarés. Et au sommet des deux, que ce soit les provocateurs qui racontent des histoires à dormir debout sur les demandeurs d'asile ou les trotskistes qui disent qu'il faut aller crier sur ces gens pour arrêter le fascisme. Ces deux directions sont en réalité contrôlées par les mêmes forces étatiques. Il y a des provocateurs des deux côtés, et notre tâche est de parler aux personnes qu'ils ont mobilisées et de les aider à comprendre cela. Nous devons donc nous adresser aussi bien aux travailleurs pauvres et en colère, à qui l'on a dit que les migrants étaient leur problème, qu'aux personnes qui pensent que s'opposer au racisme est la chose la plus importante à faire, et que la façon d'y parvenir est de crier sur ceux qu'on leur présente comme racistes. Vous savez, c'est le poison des guerres culturelles, le poison de la politique identitaire. Et le rôle des communistes est d'essayer d'aider les gens à comprendre comment et pourquoi ils sont manipulés. Nous allons en rester là, Jyoti. Ce fut une conversation formidable. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Alavi Torskum. D'accord. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.